la une de l'actualité, le chef de l'État de retour à Abidjan après avoir participé à la COP22 au sommet Afrique-Monde arabe et rencontré François Hollande en France. Le point de son séjour à l'extérieur dans quelques instants. Les infrastructures ivoiriennes à la loupe, accélérateur de développement, la Côte d'Ivoire très tôt investi dans ce secteur. Mais aujourd'hui, le temps a agi sur ce riche patrimoine. Comment relancer son financement? Élément de réponse dans ce 13h. En Somalie, les élections sont toujours en cours. Seuls 14 000 des quelques 12 millions de Somaliens participent au vote. Bonjour à tous. Le chef de l'État a regagné Abidjan hier après avoir participé à la COP22 au Maroc, au sommet Afrique-Monde arabe à Malabo et rencontré François Hollande en France. Retour sur les temps forts du séjour du chef de l'État à l'extérieur avec Viviane Aimé. Organisé tous les 3 ans depuis mars 1977, où a été organisée sa toute première édition en Égypte, la 4e édition du sommet Afrique-Monde arabe s'est tenue ce mercredi 23 novembre à Malabo, en Guinée équatoriale. C'est pour prendre part à cette grande rencontre qui réunit les États de la Ligue arabe et les États de l'Union africaine que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a quitté Paris le mardi 22 novembre après son audience avec le président français François Hollande pour se rendre dans la capitale équato-guinéenne, où il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre équato-guinéen Vicente Eyaté Tomi et par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Malabo, son Excellence Fatima Touré. Les assises du 4e sommet Afrique-Monde arabe se sont tenues ce mercredi 23 novembre autour du thème « Ensemble pour un développement durable et pour la coopération économique ». L'objectif visé à travers l'institutionnalisation de ces rencontres au sommet tous les 3 ans entre dirigeants africains et dirigeants du monde arabe est le renforcement de la coopération entre ces deux entités et partant le renforcement de la coopération sud-sud. De ce point de vue, ce 4e sommet a enregistré des pas supplémentaires dans l'entraide entre l'Afrique et le monde arabe. L'émir du Koweït a annoncé la mise à disposition de ressources concessionnelles d'un montant de 2 milliards de dollars pour le financement de projets dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et du numérique. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est intervenu au cours de la rencontre pour présenter la situation économique favorable de son pays, la Côte d'Ivoire, marquée par une croissance économique de 9%, et a appelé les opérateurs économiques arabes à venir investir en Côte d'Ivoire. Le président de la République a en outre informé les pays arabes de la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 et a demandé leur soutien lors de l'élection qui aura lieu en juin 2017. Le sommet a aussi enregistré une passation de charges entre l'émir du Qatar, président de la 3e conférence au sommet, et le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, désigné pour être le président de cette 4e conférence au sommet. Voilà, après son séjour, le chef de l'État est donc rentré hier. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par les membres du gouvernement, dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a ouvert mardi le forum Avis Invest, un forum pour la mobilisation des fonds en vue du développement de la filière avicole en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement ivoirien entend contribuer à la réalisation du plan stratégique de relance de l'aviculture, nous dit Thomas Guessambi. Modernisation accélérée et durable du secteur avicole ivoirien. C'est sous cette bannière que s'ouvre le forum Avis Invest. Présenter les opportunités d'investissement dans un secteur qui a de beaux jours devant lui. C'est à Jean-Marie Yaka, président de l'interprofession avicole, que revient cette charge à ce rendez-vous d'Abidjan. Cette filière constitue le principal débouché pour les produits agricoles et sous-produits agro-industriels que sont le maïs, les tourteaux de coton, de soja, de palmis, le son de blé, la farine de poisson, etc. Il s'agit d'une filière stratégique.
En droite ligne de la volonté gouvernementale de renforcer et consolider les acquis et échanges, le forum est pour le ministre en charge des ressources animales et halieutiques le lieu de lever un coin de voile sur le plan stratégique de relance de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Nous sommes à mi-parcours et il était souhaitable, tout en faisant un bilan des actions réalisées, de trouver des solutions satisfaisantes à la problématique des investissements structurants afin de faire du secteur avicole un secteur moderne, compétitif, durable et pourvoyeur d'emplois. Invité à ouvrir les portes de cette grande rencontre d'échanges et d'opportunités qui accueille des délégations venues du Brésil, de la France, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan donne à la fois l'assurance de son gouvernement à favoriser l'investissement dans le secteur, mais exhorte aussi les initiatives à aller plus loin. Les partenaires de développement, les opérateurs du secteur avicole, du secteur bancaire, l'assurance et des acteurs privés sont appelés donc à contribuer davantage au développement du secteur avicole et à accompagner toutes les opportunités qui y sont créées. 70% de pratiques traditionnelles contre 30% de modernes en ce moment dans le secteur. Les partenaires techniques tels la FAO, en répondant présent à ce forum, ont réaffirmé leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire à accélérer la modernisation de son secteur avicole. Les petites et moyennes entreprises représentent 80 à 95% des entreprises de l'UEMOA, mais elles rencontrent d'énormes problèmes, notamment pour avoir accès à des financements. Piste de solutions en vue, un forum à l'initiative du patronat ivoirien. Les acteurs du système financier ivoirien doivent prendre des engagements chiffrés, nous dit Francis Boifo. Un peu découragé, mais il garde tout de même espoir. Espoir de pouvoir vendre un jour à des grossistes les matériaux de construction et de réalisation de travaux de plomberie sanitaire. Alfred Aboua s'est installé à son propre compte il y a 5 ans à Trècheville. Les premiers mois, les chiffres d'affaires qu'il a réalisés faisaient rêver au point qu'il s'est permis de recruter. J'ai même engagé 8 collaborateurs, mais par la suite, il était un peu difficile de les conserver parce que j'ai des demandes que je n'arrive pas à honorer par manque de moyens financiers. Avec les banques classiques de la place, c'est difficile d'avoir des financements. Le financement des petites et moyennes entreprises PME. La question reste d'actualité et les banquiers ont l'intention d'y apporter des solutions concrètes. Cela à travers un forum dénommé « La finance s'engage ». L'initiative va mobiliser tous les acteurs clés de l'environnement financier en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour chacun de dire sur un an, quel est l'engagement que je prends pour mieux accompagner les PME. Et cet engagement devra être tangible, devra être quantifiable pour pouvoir donc rendre compte dans un an à la même communauté sur l'effectivité des actions pour lesquelles on se sera engagé. Les réflexions porteront également sur la capacité des PME à monter des projets et des dossiers de financement. Nous ne pouvons que recommander à nos amis, à nos clients, à nos prospects PME de bien calibrer leurs projets, de bien dimensionner leurs projets, non pas en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, mais surtout en fonction de leur capacité à porter les projets. Des recommandations à prendre en compte par les responsables des PME dans la recherche de financement. On s'intéresse maintenant aux infrastructures, un accélérateur de développement. La Côte d'Ivoire a investi tôt dans le secteur, au point où la Côte d'Ivoire est devenue une locomotive sous-régionale et la deuxième économie de la CEDEAO sous le leadership de Feu Félix Houphouët-Boigny. Mais le temps a fait son effet sur ce riche patrimoine. Comment relancer son financement? Élément de réponse avec Noël Niagno. Les routes, les ports, l'aéroport, le chemin de fer, les énergies, l'eau, une assise économique pour un pays, un outil de décision capitale pour tout investisseur. Voilà qui explique les importants investissements consentis par la Côte d'Ivoire sous le leadership de Feu Félix Houphouët-Boigny au lendemain des indépendances et renforcés ces dernières années. Conséquence, la Côte d'Ivoire dispose à ce jour d'une plateforme idéale pour les affaires.
lui conférant un leadership dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et faisant d'elle la deuxième puissance économique et financière dans la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Argumentaire de cet avantage comparatif, 85 000 km de routes, 50% au total des routes de l'UEMOA. 6 500 sont revêtues, 224 km d'autoroutes et 75 000 km de routes en terre. Les ports. L'un, le port autonome d'Abidjan, le premier port de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième au sud du Sahara, après Durban en Afrique du Sud. Il date d'avant les indépendances. Celui de San Pedro, le premier port d'exportation du cacao au monde. Un aéroport international au trafic en perpétuelle croissance. 1 750 000 passagers à fin 2015. Un chemin de fer, hier régi Abidjan Niger, aujourd'hui Sitaraï. Quoi retenir au niveau de l'eau et de l'énergie? De bonnes références. 2000 MW, la projection porte sur 4500 voire plus. Quant à la question de l'eau qui a cessé d'être un don de Dieu, il a fallu investir 250 milliards en 2014. Au total, les acquis sont notables. Mais attention, les avantages comparatifs sont dynamiques. Il faut donc toujours avoir le cœur à l'ouvrage. Que faire? Quoi faire? Comment le faire pour se maintenir en tête du peloton et créer une osmose dans toute l'Afrique? Parmi les pistes de solutions, la recherche de partenaires stratégiques. C'est ce qui a expliqué la visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Paris, au siège de Colas, en septembre dernier, avec pour objectif la recherche de moyens innovants et réaliser des routes de qualité à moindre coût, parce que la route est un puissant accélérateur des échanges économiques, donc des mouvements des personnes et des biens. Au-delà des routes, les ports, les aéroports, les chemins de fer attendent d'être rénovés, renforcés, parce qu'un retard sur l'évolution technique et technologique des équipements dans ces secteurs. Se mettre ensemble pour échanger, chercher les meilleures solutions, mutualiser les moyens, les expertises, deviennent une exigence capitale parce que les enjeux sont vitaux pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute l'Afrique, un continent à fort potentiel de développement socio-économique. Voilà, reportage signé Noël Niagno. L'Association des femmes actives pour le bien-être social a réhabilité le centre de santé urbain de Koumassi-Campement. Il y a eu une cérémonie à cet effet, une cérémonie de don en présence du maire pour marquer l'événement. Patricia Omoetia. Première action de l'Association Femmes Actives pour le bien-être social, FABES. Cette association, qui regroupe plusieurs femmes, a procédé à la réhabilitation du centre de santé urbain à base communautaire de Koumassi-Campement. Aider les populations à vivre dans un environnement sain, tel est le credo des femmes actives pour le bien-être social. Des actions qui ouvrent ainsi la série d'activités de l'association. Nous allons balayer, nous allons désinfecter, nous allons assainir l'environnement et ensuite nous allons commencer à rafraîchir les murs du bâtiment et du mur extérieur aussi. Donner un coup de fraîcheur au bâtiment. Une intervention de développement saluée par les autorités de la commune. C'est vraiment un bonheur pour nous, surtout que vous avez choisi Koumassi pour poser un acte qui rentre vraiment dans le domaine de l'environnement, puisque vous avez choisi de venir à la place de nos sœurs et nos mamans nettoyer les environs immédiats du centre de santé communautaire de Koumassi. Cette première action de promotion de la salubrité sera suivie par d'autres missions dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'alimentation et de l'eau et l'assainissement. Des missions initiales d'assistance aux populations marquées par des valeurs d'intérêt public prônées par l'association Femmes Actives pour le bien-être social. Dans le handball, 200 personnes dépistées de la hernie, 44 d'entre elles, les plus démunies, viennent d'être opérées gratuitement à l'hôpital de Dabakala. Une action sociale qui vise à soulager ces patients. Reportage Amadou Ouattara Walter. Dabakala, plus de 200 personnes ont été dépistées de la hernie. 40 de ces patients démunis qui souffrent de cette maladie viennent d'être soulagés à l'hôpital général de la localité. Bon, il y a eu deux types d'interventions. Il y a eu ce qu'on appelle les herniorrhaphistes, la fermeture avec du fil, mais beaucoup ont été opérés avec des prothèses. Les volumineuses hernies
qui ne permettait même pas à ces individus, à ces gens, d'avoir une activité professionnelle ou une vie sociale. Désormais débarrassés de la hernie, ces patients doivent attendre au moins 6 mois pour reprendre leurs différentes activités. Là, ça fait 2 ans, ça est sur moi. Je n'ai pas moyen pour enlever. Quand je suis parti, on m'a parlé 140 000. Donc j'ai trouvé que je n'ai pas l'argent pour faire. Depuis j'ai enlevé, en tout cas aujourd'hui, ça va. Quand la maladie est arrivée, ça a joué sur moi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'espoir pour moi. Soumaïla Touré, conseiller municipal à Dabakala, initiateur de cette action sociale, veut redonner l'espoir de vivre aux malades de la hernie du département. D'autres séances d'opération sont prévues. Certains avaient de sérieux problèmes d'intégration sociale. Donc cela permettra de prendre leur place dans la société et de faire la production qu'il faut pour notre région. Il y a des bras valides qui vont contribuer à l'économie. Au total, ce sont 44 personnes, dont 5 femmes qui ont été entièrement prises en charge par cette séance d'opération de la hernie. Coût global de l'initiative, 4 millions de francs CFA. La hernie survient lorsqu'une partie du tissu de l'organisme se dilate à l'intérieur d'une région musculaire affaiblie. À Dabakala, dans la région du Hambol, cette pathologie atteint bon nombre de bras valides dans le secteur agricole et dans les petits métiers. Dans le domaine de l'éducation nationale, le lancement du concours de calcul rapide, c'est pour inculquer le goût des mathématiques chez les enfants. C'est la première édition de ce concours de calcul rapide qui a été lancé au plateau. En 20 jours, 26 équipes issues de 26 écoles vont s'affronter. Sita Soro pour plus de détails. Vulgariser les mathématiques en Côte d'Ivoire par le canal du jeu d'apprentissage automatique de calcul, en abrégé JAC, c'est tout le sens de la première édition du concours de calcul rapide inter-école. Un concours réservé aux classes des cours élémentaires CE et celles des cours moyens CM. Une initiative qui a l'adhésion du ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de la vie scolaire. Le développement de l'entrepreneuriat scolaire étant pour la plus grande part l'installation des valeurs chez l'enfant, il était opportun donc de prendre cette opportunité et de prendre ce jeu-là comme initiation. Selon son concepteur, le jeu d'apprentissage automatique de calcul est un outil qui vient cultiver l'amour des mathématiques chez les apprenants par le jeu. Quand tu dis à un enfant « viens étudier », c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut trouver? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant puisse aimer très rapidement les études. En jouant, ils sont éveillés, ils sont contents parce qu'ils ont gagné. Alors ça dégage aussi, disons, un esprit vraiment d'équipe, la solidarité, la cohésion. Et ça réduit même l'égocentrisme. Jack vise également à améliorer des techniques de calcul chez l'enfant, développer ses réflexes, l'amener à manipuler correctement les chiffres et appliquer plus rapidement les règles de calcul. Pour l'ouverture de cette première édition, l'école primaire catholique externa Saint-Paul du Plateau était opposée à l'école Saint-François-Xavier d'Anono. Concours qui s'est soldé par la victoire de l'équipe d'Anono. Éducation et maintenant environnement. L'Office ivoirien des parcs et réserves a initié récemment à Bondoukou un atelier de planification des activités du parc national de la Comoé. Cet atelier a bénéficié de l'appui financier de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement et de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, Honorine Aingori. Les travaux de cet atelier de planification des activités de 2017 du Parc national de la Comoé, initié par la direction de zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, ont porté sur la protection, la gestion rationnelle des ressources et l'aménagement du parc, l'appui aux populations et aux autres acteurs locaux de la périphérie, le financement durable, la recherche et le suivi écologique, ainsi que la gestion et l'intégration régionale. Le bilan technique et financier de l'exercice 2016 a été présenté également au cours de cet atelier. Il a été jugé positif par les participants. Pensons que ce plan d'action va permettre au Parc national de la Comoé de faire un bond en avant et nous osons espérer que nos revendications seront prises en compte. Le directeur technique de l'OIPR, représentant le directeur général, le colonel François Dje Ngoran, a exprimé ses remerciements aux participants pour leur contribution. Il a réaffirmé la volonté de l'OIPR
de tout mettre en œuvre avec l'appui de ses partenaires en vue de la préservation du parc national de la Comoé. Nous pensons que les résultats qui sortiront seront très consensuels. Nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour réussir la mise en œuvre de ce plan-là. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé a une superficie de plus de 1 149 450 hectares. Journée de l'excellence. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité récompense les 2e et 3e meilleurs du corps préfectoral de la police nationale et des élus locaux. Ahmed Bakayoko a encouragé ses collaborateurs à la culture de la qualité et de l'excellence. Abou Sanogo. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité célèbre ses collaborateurs classés 2e et 3e au prix d'excellence 2016. Et il s'agit de Philippe Legre-Dapa, classé 2e meilleur élu local, du lieutenant Konan Kwame Paten, 2e meilleur policier, et du préfet de la région de l'Indénié-Douablin, Fadi Ouattara, qui s'est adjugé le 2e prix de la meilleure autorité préfectorale. Les lauréats du 3e prix du meilleur élu local, de la meilleure autorité préfectorale et du meilleur policier ont tous été honorés. C'est une invite à redoubler d'efforts pour que l'année prochaine je revienne premier. Remercier M. le ministre d'État. S'il est satisfait, je crois que ça rejaillit sur nous et nos différentes familles. Et puis voilà, profiter pour remercier également nos collaborateurs qui sont sur le terrain. C'est toujours un plaisir immense d'être reconnu par la nation tout entière et donc vraiment c'est avec fierté que je vis ces instants. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, cette reconnaissance de la nation obligeait le lauréat à plus d'abnégation et à plus de travail. Puis Ahmed Bakayoko a exprimé son soutien aux forces de sécurité et de défense suite aux récents événements de Bouna et Yamoussoukro. Nous sommes rigoureux avec eux quand il faut leur imposer de faire le travail dans certaines conditions, mais nous n'accepterons jamais qu'il y ait un manque à l'autorité. Ce n'est plus possible de laisser un groupe de personnes penser qu'il y a un laisser-aller, penser parce qu'on a construit un discours de protection des populations que certaines populations pensent qu'elles peuvent tout se permettre, elles peuvent se faire justice. C'est inacceptable. Les enquêtes sont en cours. Des responsables ont été identifiés et seront arrêtés. Les premiers de chaque entité du prix d'excellence 2016 ont pris part à la cérémonie. Lutte contre le terrorisme. Les organisations de la société civile se mobilisent. Elles se sont retrouvées hier en vue de réfléchir sur les stratégies adéquates à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre ce fléau. Unis contre le terrorisme, ce fléau des temps modernes, cette nouvelle violence qui n'épargne désormais aucun État, même pas la Côte d'Ivoire, frappé le 13 mars dernier par une attaque qui a fait une vingtaine de morts à Grand Bassam. Comment donc prévenir ce genre d'attaque? La Convention de la société civile ivoirienne veut apporter des réponses à cette interrogation. Nous avons fait venir 50 organisations de la société civile que nous informons, que nous sensibilisons et nous allons sensibiliser la population à la lutte contre le terrorisme. Pour la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, toutes les actions, tous les efforts dans la lutte contre le terrorisme pourraient rester vains si des mesures concrètes ne sont pas prises pour lutter efficacement contre la pauvreté, un terreau fertile au terrorisme. Justement, c'est la première stratégie de l'Union africaine. Il faut s'attaquer à la pauvreté, s'attaquer à la corruption, s'attaquer au chômage, s'attaquer à l'intolérance, privilégier la cohésion sociale dans les pays africains. En attendant, il faut poursuivre la sensibilisation. Les jeunes ont besoin de discours qui les rassurent, qui les orientent et qui leur permettent de savoir, d'avoir de l'espérance dans leur vie et ainsi devenir des acteurs de lutte contre toute forme de violence, contre le terrorisme. Pour Martin Dior, le représentant résident de la fondation allemande Friedrich Ebert, le grand défi sera de concilier la lutte contre le terrorisme et la protection des libertés citoyennes. Reportage signé Georges Ibrahim Tunkara et Hervé Blé.
En culture, le ministère de la Culture et de la Francophonie a initié une rencontre avec les acteurs du secteur cinématographique pour expliquer le mode de financement et d'accès aux fonds de soutien à l'industrie cinématographique. On fait le point avec Issaïo. Depuis 2008, la Côte d'Ivoire dispose d'un fonds de soutien à l'industrie cinématographique, FONSIC. Son rôle, promouvoir et redynamiser le 7e art. Une rencontre a lieu à Grand Bassin pour mieux expliquer son mécanisme de fonctionnement aux acteurs du cinéma. En termes de production, les réalisateurs et les producteurs conçoivent leurs projets et le font connaître à l'Office national du cinéma ou à travers la direction du cinéma du ministère. Et ces dossiers-là sont étudiés selon les canevas. Au niveau administratif, il y a un certain nombre de procédures. C'est tout cela d'ailleurs que cet atelier vise à promouvoir, à faire connaître aux acteurs qui sont les réalisateurs et les producteurs, les entreprises du secteur, aux diffuseurs, n'est-ce pas, les procédures en la matière pour que tout le monde puisse s'y conformer et permettre une célérité dans la prise en charge et le traitement des dossiers. Pour mieux accéder au financement du FONSIC, les producteurs et réalisateurs de films doivent remplir des conditions. Je pense que c'est déjà un début qu'on puisse nous prêter quelque chose pour qu'on puisse rembourser. Après, ça peut se négocier, comme je dis, ça peut se négocier, mais c'est déjà bien qu'ils aient déjà l'intention de financer l'industrie. Et je suis sûre qu'une fois que l'industrie va décoller, on sera en mesure maintenant de remplir toutes les conditions possibles. Je demande un financement, comment je vais rembourser, qu'est-ce que les pièces comptables qu'on attend de moi. Toutes ces choses, il faut le savoir avant même d'être engagé dans la chose. Il ne faut pas être dans la chose et puis maintenant apprendre après les pièces comptables avec la mise en place des commissions de lecture et tous les compartiments sont maintenant en place. Je pense que tout doit se faire comme c'est décrit dans le décret. Le budget du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique s'élève à près d'1 milliard de francs CFA. Hors de nos frontières, les élections se poursuivent en Somalie. Ces élections ont débuté depuis fin octobre. Seuls 14 000 des quelques 12 millions de Somaliens participent au vote. Ils devront élire 275 députés qui, à leur tour, accompagnés des 54 sénateurs déjà nommés, vont élire le président. Regardez. Après plus d'une heure de vote, le résultat est unanime. Dans cette commune de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, c'est le ministre Cheikh Moudé qui l'emporte. Parmi les électeurs, un fan club d'une quinzaine de femmes. Je suis très heureuse. Nous avons élu le plus bel homme. Les Somaliens devaient participer à une élection au suffrage universel, mais face aux constantes attaques des Chebabs et à l'insécurité dans le pays, le processus électoral a été modifié. Le vote dure depuis 1 mois et seuls 14 000 Somaliens vont pouvoir voter sur une population de 12 millions. 54 sénateurs désignés éliront dans les semaines prochaines le nouveau président. Souvent, le vainqueur est négocié à l'avance et le vote quasi cérémoniel. Mais dans un pays ravagé par 25 années de violence, ces élections, même imparfaites, sont aujourd'hui vues comme une réelle avancée. Ma voix a compté dans ces élections. J'ai voté pour le bon candidat et il a gagné. Nous sommes très heureux. Nous allons faire partie du changement dans notre communauté. Cette élection est juste et bien organisée. Nous sommes heureux parce que c'est la première fois que nous voyons des personnes choisir leur candidat. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le scrutin se déroule aussi en région et pas seulement dans la capitale Mogadiscio. Aucune violence ni attaque des Chebabs n'a été déplorée, mais les observateurs ont noté de nombreuses irrégularités. On a vu des exemples d'intimidation, des exemples de candidats qui n'ont pas pu mettre leur nom sur les listes, qui ont été empêchés d'aller physiquement au bureau de vote. Il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. À Kismayo, des chefs du sous-clan Rer Hassan sont en colère. Ils disent que la moitié de leurs délégués ont été remplacés sur la liste, ce que les autorités électorales nient farouchement. Malgré le petit nombre de candidats, les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs mois. Place au dernier débat de la primaire de la droite en France, un duel décisif. À 3 jours du second tour, les deux finalistes de la primaire de la droite, François Hollande et Alain Juppé, se retrouvent ce soir pour exposer et débattre une dernière fois de leur programme. Enjeu de la soirée, conforter ou inverser la donne du premier tour pour devenir le candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2017 en France. Voilà, et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.